Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour Dingue de Sport sur Sport FM, la 91.9, le www.sportfmtg.com, la radio qui mouille le maillot. Dingue de Sport de ce 7 septembre 2022 parle de la journée nationale de sport voulue par le gouvernement togolais, une initiative qui pourrait avoir lieu une fois par mois à l'échelle nationale. On va analyser. On analyse également le championnat national de football féminin. Après la phase régulière, place à ce qu'on peut appeler les demi-finales. Ce n'est plus un play-off à proprement parler. Ça commence dès ce jeudi 8 septembre 2022. Aussi suivra-t-on AC Amis du Monde contre Djabir Football Club à Atakpamé. Gazelle Football Club sera face à Atleta, toujours là-bas à Atakpamé, mais vendredi. Et puis les suites de cette élimination bruyante des éperviers locaux au Chan, du Chan Algérie 2023. Dingue de Sport invite Gilbert Alba, conseiller en communication au ministère des Sports et des Loisirs. Jonathan Tissot de l'équipe 228, Prosper beaucoup de Togo Football News. Merci de nous faire confiance. Dingue de Sport, mise en onde Anas PM et la vidéo Surf. On est l'homme, moi je suis Franck Nouniama, bonne arrivée. Merci de faire confiance à la référence sportive, la radio qui mouille le maillot. Naturellement, Sport FM. On va dire bonjour à Jonathan Tissot de l'équipe 228. Merci d'être en studio. Bonjour Franck, bonjour à tous. Gilbert Alba, lui, il est le conseiller en communication au ministère des Sports et des Loisirs. Bonjour. Bonjour Franck, bonjour à mon ami John que je retrouve depuis 2-3 mois. Ça va? Oui, ça va. Tout va bien? On rend grâce à Dieu, ça va. Très bien. On va commencer par ce sujet, la journée nationale des sports. Qu'est-ce qu'on peut comprendre déjà, Gilbert Alba? Merci Franck. Il faut dire que le 25 août dernier, le Conseil des ministres réuni sous la présidence du chef de l'État, son Excellence Forest Ozumna Nastingbe, a écouté une communication qui porte sur la promotion de la pratique des activités physiques et sportives dans notre pays à travers l'instauration d'une journée au cours de laquelle les Togolais, où qu'ils soient, puissent pratiquer des activités physiques et sportives, et ceci dans l'optique de contribuer à améliorer le bien-être et la santé de nos populations. Donc cette communication a été, disons, approuvée par le Conseil des ministres, et il est maintenant question que les dispositions soient donc prises pour un démarrage effectif de cette journée. De quoi va-t-il s'agir concrètement? Il s'agit un peu à la lumière ou à l'exemple de ce qui a été institué parlant de Togo Propre par exemple. Voilà, donc c'est un peu comme ça que par mois une journée sera instituée pour que les Togolais puissent pratiquer des activités physiques et sportives. Cela ne veut pas dire qu'on va se limiter seulement, cela ne veut pas dire que la population doit se limiter seulement à une journée de pratique sportive par mois, mais c'est une sorte d'exhortation à l'endroit des populations pour que chacun puisse quotidiennement, ou sinon régulièrement, pratiquer des activités physiques et sportives dans l'intérêt d'améliorer nos conditions de santé. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de maladies non transmissibles qui gangrènent, qui malmènent nos populations, et le sport reste un des meilleurs remèdes pour éviter ou limiter l'effet de ces maladies. Vous allez vous rendre compte aujourd'hui même que pour certaines maladies, on vous prescrit même d'aller faire du sport. Ouais, on vous dit ce qu'il faut faire concrètement. Faire la marche. Voilà, la marche, la course, le vélo, par ici, par là. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, ce sera au niveau de tous les sports. Quelqu'un peut être quelque part faire du foot, quelqu'un peut faire du jogging, la marche, du volley, du basket, ou bien comment ça va se faire? Et ça va être, quand c'est lancé à Lomé, tac, ça prend sur toute l'étendue, c'est ça?
Oui, disons que le schéma qui est en train d'être proposé, c'est que cela puisse se faire au niveau de chaque commune. Nous avons aujourd'hui 117 communes. Donc, ce sport de masse-là, il faut le dire, c'est un sport de masse. Hein. Donc, ce sport de masse-là va se faire au niveau de toutes les communes. Et cela va permettre donc que toutes les couches socio-professionnelles de notre pays puissent se retrouver, donc faire ce sport-là. Il ne s'agira pas de faire l'exhibition d'un sport aujourd'hui et d'un autre demain. Il va donc s'agir peut-être qu'on fasse sur une certaine distance un peu de jogging ou je sais pas, du vélo ou de course ou de marche, et au point de chute il peut y avoir des exercices physiques et sportifs, histoire donc d'avoir certains effets. Vous savez, en fonction de l'exercice que vous faites, il y a des effets sur une partie ou une autre de votre organisme. Oui. Et cela, enfin, ces points de chute pourront également servir de sensibilisation, de points de sensibilisation sur l'alimentation, la bonne alimentation, éviter beaucoup de sel, du sucre, éviter de manger gras, etc. Donc voilà un peu le schéma qui est en train d'être proposé en attendant que la journée puisse effectivement démarrer et que l'on puisse donc savoir concrètement comment les choses se feront. Et il y aura des encadreurs autour de ces différentes courses, des techniciens, peut-être ceux qui sont, j'allais dire, techniciens, spécialistes en la matière, ils seront là pour encadrer la course et puis après, pour donner des conseils dont vous venez de parler. Oui, tout à fait. Vous savez que le sport, il est important de le faire, mais quand vous ne le faites pas correctement, parfois c'est l'effet contraire. Vous créez d'autres problèmes. Tout à fait. Donc, le ministère des Sports travaille en collaboration avec d'autres ministères. En fait, c'est une activité du gouvernement, donc pas du ministère, je vais dire. Donc, c'est une activité du gouvernement et toutes les compétences seront mises à contribution pour que ces activités physiques et sportives souhaitées puissent apporter vraiment du bien à la santé de nos populations. Vous savez, on dit aussi que quand on fait du sport, il y a comme une sensation de bien-être, c'est naturel. Ouais. Moi, je peux confirmer parce que quand je finis de faire ma marche ou mon petit jogging et tout ça, je me sens léger. Et on dit aussi que le sport génère ou comment dire, sécrète des hormones de bien-être que les médecins appellent les endorphines, je crois. Donc voilà tout ce qui a amené le gouvernement donc à proposer cette journée de sport pour que l'on puisse s'habituer, s'intéresser à faire le sport tous les jours, ou sinon régulièrement en tout cas, pour que notre santé puisse, nous puissions être épargnés de certaines maladies, notamment dites non transmissibles. Alors, la première journée de sport va commencer quand? Est-ce qu'il y a déjà des prospections, qu'est-ce que je veux dire, des sondages pour voir à quel point ça intéressait les Togolais? Oui, en réalité, vous savez, il y a des études qui existent. J'avais juste pour preuve l'étude de 2010. Il y a une étude de 2010 qui s'appelait enquête SPECS qui a étudié les risques liés aux maladies dites non transmissibles. Et ces études-là, en 2010 déjà, avaient produit des résultats. Et je peux vous dire qu'à l'époque, au Togo, on avait estimé que le diabète au Togo était de 32%. 3,2% au niveau de la population. L'hypertension artérielle était de 20% en milieu urbain et en milieu rural, c'était relativement beaucoup moins parce que, vous savez, en milieu rural, il y a nos parents qui vont toujours au champ, qui font de petites activités, alors qu'en ville, pour un petit déplacement, on prend un ZEM, on a même envie que les ZEM nous amènent jusque dans notre bureau, jusque même au pied du lit et tout ça. Et on ne s'intéresse pas aux activités physiques et sportives. Il y a également l'obésité qui s'installe. Il y a une sorte d'inactivité physique, il y a une sorte de sédentarité qui s'installe et qui n'est pas de nature à permettre à l'organisme de renforcer son immunité. Donc voilà tout ce qui, certains des éléments qui ont amené le gouvernement à se dire non, mais s'il y a le sport qui est un remède efficace, naturel,
pratiquement gratuit. Pourquoi ne pas passer par ce canal-là pour contribuer à l'amélioration des conditions sanitaires ou bien à l'amélioration de la santé publique de nos populations. Et puis, qui vous en souviennent que pendant la période de Covid-19, les Nations Unies avaient considéré le sport comme étant l'un des facteurs de relèvement rapide de l'économie mondiale post-Covid. Et donc, c'est dit que le sport représente aujourd'hui un véritable moteur sur lequel il faut agir pour renforcer l'économie, d'abord la santé. Vous savez que c'est quand on est en bonne santé qu'on peut beaucoup plus se servir. Voilà un peu les éléments sur lesquels l'on peut se fonder, ou l'on a pu se fonder pour proposer donc une telle journée qui a recueilli l'assentiment des uns des autres pour que l'on puisse donc aller à cette journée du sport autour. Diana Tissot, oui, une journée pour la promotion des activités physiques et sportives voulues par le gouvernement. En attendant le coup d'envoi effectif de cette journée, qui rentre dans la promotion du sport, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Je pense que c'est quand même une bonne chose, parce que pour accélérer la croissance ou bien pour qu'un pays soit développé, c'est quand même la population qui s'y trouve, qui accélère cela ou qui est quand même le fondement de cela. Et pour que la population soit véritablement encline à travailler à ce développement-là, il va falloir être en bonne santé. Et on sait que le sport, c'est quand même le meilleur vecteur. Le sport permet beaucoup de choses. Et moi, je pense que comme c'est une bonne décision prise par le gouvernement. En ces temps aussi difficiles, il faut quand même faire du sport pour véritablement avoir la latitude d'être en bonne santé. Donc, pour moi, ce n'est pas quand même une chose qui a été faite à la hâte par le gouvernement. Cela a été bien réfléchi. Et aujourd'hui, on est à quelques semaines ou à quelques mois du début de cette journée du sport. Et je pense que c'est une bonne chose. Et Prosper Agboklou, bonjour, bonne arrivée. Merci Franck, merci à tous les amis autour de la table. Tout va bien? Surtout pour l'invité. Alors, une journée nationale du sport qui permettra la promotion des activités physiques et sportives. Ça va démarrer bientôt, selon le conseiller en communication au ministère des Sports. Oui, ça vous dit quelque chose ou bien, bon, c'est rien du tout? Bon, c'est une très bonne chose. Autant le gouvernement est le garant de l'intégrité physique même du citoyen. Donc, autant c'est son devoir, il a ce devoir régalien de pouvoir mettre en place toutes les structures permettant à la bonne vie, à la bonne condition de vie du citoyen. Et je crois quand même que c'est une innovation qui apporte quand même, je dirais, du bien aux fonctionnaires, à la population. Et ça, je crois quand même que on doit donc pouvoir y arriver. Parce que lorsque vous sentez qu'il y a trop de sédentarité au niveau donc le conseil l'a dit tout à l'heure, pour peu on veut aller à moto pour un petit truc qu'on peut acheter à 100 mètres, on se dit si je prends ma voiture ça va plus vite, j'ai ma moto. Donc ce qui veut dire qu'on n'est plus habitué à la marche, même si le sport, la marche constitue comme on appelle un facteur donc primordial du sport. Nous, aujourd'hui, on l'abandonne carrément au profit. Donc, même vous arrivez dans les bureaux, on a même des fauteuils roulants qui portent le monsieur de son bureau à l'armoire à 2 mètres. Il préfère aller vite. On nous dit que c'est ça donne plus de rapidité. On gagne du temps le faisant. Mais en gagnant ce temps-là, on héberge beaucoup de maladies comme le diabète, les insuffisances rénales, tout ça. Là, on a envie de pisser, mais on se dit, on doit finir ce travail-là. On a la paresse de pouvoir se lever pour aller le faire. On a envie de voir le pot tout prêt pour le faire. Donc, je crois quand même que ça nous sort un peu de la sédentarité
et nous permet donc de pouvoir remettre nos organes à flot. Et vous savez, le sport fait développer quand même qu'on appelle le psychique, le mental. Lorsque vous réveillez, par exemple, et parfois que vous vous adonnez un tout petit peu aux exercices physiques, ça rend très fort l'organisme. Donc, je crois que c'est une très bonne chose qu'on doit. Maintenant, il faudrait que, pas qu'on le fasse tout simplement au niveau donc, des structures, au niveau des adultes, j'allais dire. Il faut qu'on mette cette idée-là, qu'on l'implante dès le bas âge, que les enfants dans les écoles, que les enfants sachent que, voilà, il faut plutôt se mettre, donc, plutôt prendre le sport comme un vecteur donc, de santé. Gilbert Alba, le coup d'envoi, le top départ est donné quand, vous le savez? Les discussions sont en cours. Dès que la date sera précisée, on se fera l'agréable devoir de porter à votre connaissance, puisque vous êtes la radio qui mouille le maillot. Et donc, naturellement, on va mouiller cette course ensemble. Voilà. Peut-être, si vous permettez, je voudrais justement le doyen Prosper Agboklou venait de parler du sport à l'école et c'est vraiment très important. Aujourd'hui même, il y a le ministre des enseignements primaires, secondaires, de l'artisanat et technique et de l'artisanat, qui a sorti un arrêté qui précise les différentes fournitures à avoir pour aller à l'école. Et au rang de ces fournitures figure à tous les niveaux la tenue de sport. Oui. Cela signifie que le sport doit être pratiqué à tous les niveaux. Depuis le CP1, quand vous voyez la liste des fournitures, ça commence par le CP1. Depuis le CP1, même quand vous allez pour inscrire votre enfant aujourd'hui dans les comment on les appelle, dans les maternelles, on vous demande de mettre une tenue de sport parce que par moment on fait amuser les enfants, voilà, à travers des activités. Déjà on leur inculque cet esprit. Tout à fait. Donc c'est dit que le sport, nous ne devons pas le négliger pour notre propre santé. Vous vous rappelez qu'en janvier dernier, avec l'appui du PNUD, le ministère des Sports avait inauguré un parcours sportif dans l'enceinte du stade Omnisport de Lomé. L'objectif, c'était justement d'aider les populations, ou bien je vais dire les fonctionnaires, les travailleurs. Vous savez que le matin, tout le monde migre pratiquement vers Nyekonakwe et tout ça. Et donc, ce parcours sportif permet donc aux fonctionnaires, pendant les périodes de pause, d'aller faire une marche. Ça permet de déstresser, ça permet d'avoir l'esprit suffisamment ouvert. Et puis, voilà, quand vous allez même dans les écoles, on vous dit les jeunes enfants qui s'adonnent au sport sont les meilleurs élèves. Très bien. Parce que quand vous faites du sport, ça vous ouvre naturellement l'esprit et nous espérons que nous tous, chaque Togolais que nous sommes, nous allons participer à cette activité pour notre propre intérêt, pour notre santé. Voilà, on attend très rapidement le top départ de cette initiative voulue par le gouvernement, une journée nationale de sport pour la promotion des activités physiques et sportives. Naturellement, on revient. Et voilà, l'élimination du Togo qui fait du bruit au prochain CHAN. Beaucoup parlent d'une élimination bruyante, douloureuse et difficile à accepter, mais c'est le football. Ça peut arriver. Alors, au ministère des Sports, comment l'avez-vous accueilli, Gilbert Alba, cette élimination? Bon, vous savez, comme tout bon Togolais, enfin, on ne s'y attendait pas. C'est vrai que dans le football, bon, quand vous allez à un match, il faut se dire on peut gagner comme on peut perdre. Mais sur ce match-là, beaucoup s'attendaient à la qualification du Togo. Beaucoup plus à la qualification du Togo. C'est une désillusion. Bon, en tout cas, nous disons qu'on n'a pas eu la qualification, ça fait mal, il faut le reconnaître. Mais bon, c'est le football, c'est arrivé, on le prend. Maintenant, il est question de se poser les bonnes questions, de voir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut corriger, qu'est-ce qu'il faut améliorer pour que le Togo ne subisse plus de ce genre de situation. Le Togo est une grande nation sportive. Le Togo est vraiment une grande nation sportive. Il faut que tous les acteurs puissent se donner cette image du Togo, où qu'il soit, pour qu'on puisse vraiment vendre cher le Togo. Il faut que les gens craignent le Togo quand on parle de sport. Et ça, il faut que ça arrive. Ça va arriver. Ça va arriver. Il faut mettre plus de moyens, plus d'organisation autour de la chose, une administration assez professionnelle
pour retrouver le niveau dont vous venez de parler. Gilbert Alba, vous voulez conclure? Merci en tout cas à Sport FM qui nous a fait l'agréable plaisir l'agréable honneur, j'allais dire, de nous inviter dans ce plateau Médecins Niamey. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et rendez-vous très prochainement sur les aires de jeu, dans les rues et tout ça pour faire le sport à travers tout le pays, sur l'instauration de cette journée du sport à travers notre pays. Très bien, merci d'être venu également. On reste en contact et on vous souhaite une très très belle suite. À très très bientôt. Merci Franck. Merci. Voilà. Et nous allons poursuivre avec cette élimination, encore une fois, du Togo. On va revenir sur ce match en écoutant l'entraîneur adjoint Hugues Kao sur la gestion de ce match. On essayait de jouer médian, c'était clair. On avait aussi notre jeu. Le Niger, il est en train de perdre 1-0. C'est normal que le Niger pose le jeu. Le pénalty, je le répète, il n'y avait pas pénalty. Déjà dans le jeu, il y a des fautes sifflées de gauche et de droite. Au sein de notre groupe, nous avons un psychologue qui nous accompagne, où nous essayons de travailler sur la concentration des joueurs. On n'a que parlé de concentration, du début jusqu'à la fin. À part le pénalty, à 2-1, on est qualifié. Ça veut dire qu'on jouait le coup. Mais à la dernière minute, comme ça, un pénalty, c'est compliqué, on ne peut pas l'accepter. Je ne l'accuse pas l'arbitre par rapport à certains éléments. Nous aussi, nous avons notre part de responsabilité. En termes d'apprentissage, on peut dire qu'on a appris, puisqu'on travaillait nuit et jour, matin, soir. Et aujourd'hui, à la dernière minute, comme ça, on te siffle un penalty, c'est un coup dur. Donc, apprendre de nos erreurs, oui. Nous avons vu que certains éléments n'ont pas marché. Au premier match, on a essayé de corriger. C'est ce que je peux vous dire. Kao Hugues, le sélectionneur adjoint des éperviers locaux, Jonatiso, c'est vrai, beaucoup parlent de ce penalty. Est-ce que c'est la seule raison? C'est, on va dire, ce qui a plongé le Togo, c'est ce qui a éliminé le Togo, c'est vrai. À 2-1, le Togo était toujours qualifié. Et ce pénalty qui vient tout chambouler, est-ce que le Togo n'a pas tendu le bâton avec lequel on doit le taper? Franck, avant de répondre à votre question, j'ai quelque chose à dire. Quoi? Oui, il faut qu'on nous respecte dans ce pays. Ouais. Il faut qu'on respecte quand même les journalistes. C'est-à-dire? On était à Cotonou la dernière fois, c'est pour aller faire un travail. Et je pense qu'il va falloir que le travail soit fait en tout professionnalisme. Je parle de la sortie ou de la déclaration du sélectionneur adjoint en conférence de presse. Je pense que ce n'est qu'au Togo, après une cuisante défaite ou une élimination, que le sélectionneur principal refuse de parler à la presse. On a l'habitude quand même de suivre ce qui se fait. Peut-être qu'il a eu un problème. Franck, il n'a rien eu. On a toujours cette habitude de voir ce qui se fait ailleurs. En aucun moment, Didier Deschamps n'a boudé la presse française parce que son équipe a été éliminée et il n'arrive pas et il ne pourra pas parler. C'est la raison. Moi, je suis allé aux informations, on m'a dit que il était tellement touché par l'élimination qu'il ne pouvait pas parler. Mais avant l'élimination, il parlait. Bien évidemment. Si c'était une qualification, il n'allait pas être débordé par la joie et ne pas parler. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on nous respecte parce que la dernière fois, je n'ai rien contre Hugues Kao, mais il n'a rien dit en conférence de presse. Il n'a rien dit en tant qu'analyse, comme pour véritablement soutenir cette élimination, la raison pour laquelle le Togo n'a pas pu se qualifier. Il n'a rien dit de bon. Maintenant, revenons sur le terrain. Je pense que c'est un tout. Personnellement, je n'aime pas parler arbitrage parce que avant le pénalty sifflé sur une faute légère, il y avait eu un pénalty dans la surface de réparation du Togo que l'arbitre n'a pas sifflé. Mais nous ne revenons pas là-dessus. Là, c'est un pénalty qui est assez clair. C'était un contact entre Agbocho et puis l'attaquant nigérien que l'arbitre n'a pas sifflé. Donc aujourd'hui, quand on revient sur la faute légère, oui, la faute a été légère, mais ce n'est pas l'arbitre. Est-ce qu'il y avait une faute même? Oui, il n'y a pas de faute. Il n'y a pas eu faute. Il n'y a pas eu faute. Oui, mais ce n'est pas aujourd'hui l'arbitre qui a éliminé le Togo. Moi, je le dis, quand on fait une analyse... Le Togo s'est éliminé lui-même? Lui-même. Quand on fait une analyse sur les 180 minutes, moi, je ne parle pas que du match face au Niger, au Bénin. Depuis le stade de Kégué,
on a marqué contre le cours du jeu. Oui, certes, on était dans notre temps fort en début de deuxième période, mais c'était un but marqué contre le cours de jeu. Le Togo n'a pas été emballant dans le match, le Togo n'a pas été entreprenant. Et pire, au Bénin, c'était quand même le chaos. De la première jusqu'à la 94e minute, le Togo n'a pas hésité. Et moi, je n'ai pas compris. Alors qu'en conférence de presse avant-match, Jonas Kokomla l'a clairement dit, nous allons faire abstraction du 1-0 du match aller pour véritablement jouer, mettre en difficulté l'adversaire. Alors que, Franck, moi, c'est la première fois que je vois un 11 de départ avec 3 milieux défensifs au milieu de terrain. 3 milieux défensifs. Qui est ce joueur-là qui va nourrir les attaquants pour véritablement marquer des buts? Là, je parle de Mani Ougadia, de Amekoudi et puis de Novon Efoué, qui sont des milieux à vocation défensive, qui sont alignés dans le 11 de départ. Mais nous voulons marquer. Peut-être Novon Efoué peut le faire. Peut-être Mani Ougadia peut nourrir les attaquants. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Le football, on est à l'aise dans un compartiment assez donné. On ne peut pas dire à un défenseur de venir faire du jeu. On ne peut pas dire à un attaquant de venir défendre, même si ça peut se faire de façon façon séquencée. Mourinho a demandé à Eto'o de défendre. Sur un match, et en amont, il y a un véritable travail qui a été fait. Mais là, on sent que, sincèrement, les torts sont assez partagés. Même si aujourd'hui, on peut tirer sur Jonas Kokomla, qui est le sélectionneur, qui n'a pas montré véritablement grand-chose sur l'ensemble des 2 matchs. Mais il y a également beaucoup de choses à dire. Les joueurs qui n'ont pas été au niveau et la problématique du niveau de notre championnat lui-même. Est-ce que notre championnat est compétitif? Nous sortons de... c'est le même championnat qui a fait qualifier à Balodossé. Oui, mais nous sortons de 2 championnats zonales. Des championnats zonales avec des matchs en moins. Donc cela veut dire que physiquement, nos joueurs n'ont pas pu tenir et le niveau, ce n'est pas encore ça. Très bien. Prosper Agboklou, oui, quand vous écoutez le sélectionneur, c'est ce pénalty qui le dérange. Pour lui, ce pénalty vraiment a été pour beaucoup dans cette élimination. Oui, c'est aussi un fait de jeu qui concourt quand même à l'élimination. S'il n'y avait pas ce pénalty, bon, c'est dire qu'on est à 2-1, on est qualifié. Ce pénalty est venu aussi mettre donc un coup de poignard dans le dos donc des Togolais. Au-delà de toutes les analyses, moi je crois quand même que on a souvent vu parfois un mauvais coaching, mais une équipe qui est en son sein des joueurs capables donc de faire la décision eux tout seuls. Parce qu'au-delà de tout ce que nous disons, l'encadrement technique, oui, il a commis des erreurs. Parce que croyant effectivement que l'équipe était au-dessus donc de l'adversaire et n'ayant pas donc vraiment pris en compte donc les menaces de Doula-Rouna, on est tombé dedans, on était pris au piège, on a tendu un guépier, on est tombé là-dedans. Donc pour ça, je suis d'accord maintenant. Et les joueurs eux-mêmes, sont-ils concentrés réellement? Pourquoi avait-on mis 3 milieux offensifs dès le départ? Défensif plutôt dès le départ. Pourquoi est-ce que on nous avait dit que celui qui joue ce rôle-là, d'habitude c'est Omé Dové. Il était blessé, il était annoncé à jouer. Lui-même avait donné donc son aval pour jouer. Après, il s'est encore dit incapable. Donc, ce qui a fait que peut-être on a aligné les 3 milieux défensifs qui, eux aussi, sont restés un peu sous je dirais, embargo. Et moi, en analysant les choses, quand vous voyez le 11 de départ, il y a Asco et Aseka qui constituent donc la majorité donc, des joueurs. Maintenant, moi, je me suis mis à l'idée que ces joueurs aussi, parce qu'ils ont été, disons pour moi, entre guillemets, paresseux dans le jeu. Et même si l'encadrement technique, la tactique mise en place par l'entraîneur, il faut quand même qu'on ait vu l'envie, la volonté de jouer.
Parce que c'est vous qui êtes sur le terrain, c'est vous qui êtes en face de l'adversaire. Produisez au moins mais les jeux. Ça dépend aussi du discours. Oui, les joueurs jouent en fonction peut-être de ce que le staff leur a dit. Mais vous avez vu parfois quand on jouait lors des éliminatoires de la Coupe du Monde et Coupe d'Afrique en 2006, les joueurs qui vous disent que Keshiki, paix à son âme, qui à un certain moment dit que lui ne sait même plus ce qui se passe sur le terrain, c'est les joueurs même qui décident d'aller, parce qu'eux ils doivent se qualifier. On peut changer l'entraîneur. Après la qualification, on change les entraîneurs. Mais les joueurs, il faut qu'ils se blessent ou qu'il y ait quelque chose de grave pour qu'ils ne participent pas. Vous allez participer. L'entraîneur peut pas. Aujourd'hui, Ali Logic n'est plus coach du Maroc. Mais les joueurs vont participer à la Coupe du Monde. Non, moi je dis, nos joueurs n'ont pas une mentalité forte, psychologiquement, sont faibles à l'extérieur. On l'a vu avec l'élimination, avec Claude Leroy également ici. Les joueurs qui n'arrivent plus à l'extérieur pour un dernier match, qui ne sont pas du tout... Je crois quand même que ça revient au directeur technique national également, à la direction technique nationale, de mettre en place une forme de travail psychologique sur nos joueurs. Parce que là, moi, la dernière fois, au-delà Atis l'a dit tout à l'heure, John l'a dit, au-delà de tout ce qu'on peut reprocher à l'encadrement technique, les joueurs, pour moi, ont été aussi très paresseux, vraiment paresseux, parce qu'ils devraient faire le match de leur vie. Maintenant, je me dis, comme la majorité est constituée de ASCO et ACK, qui ont des matchs importants en Ligue des Champions, n'ont-ils pas levé un peu les pieds pour ne pas se verser vraiment dedans? C'est une question qui m'est revenue à l'idée, parce qu'ils jouent en fin de semaine. Après ce match-là, est-ce que les gens n'ont pas peur d'être blessés et ne pas participer à la Champions League ou à la Coupe CAF? C'est aussi la question que je me suis posée. Bien, on va écouter d'autres confrères toujours sur ce match, notamment Grégoire Attignon de la rédaction de Sport FM. Moi, je n'ai pas compris cette manière de jouer de l'équipe togolaise. Et déjà, en début de partie, vous sentez que c'est une équipe qui refusait pratiquement de faire le jeu. À chaque fois, on laisse l'initiative au Niger. À chaque fois, le Niger a le ballon et la défense togolaise ne fait que reculer. Même le portier Oronyeni Ouassiou, pour faire son dégagement, il traîne un tout petit peu. À chaque fois, l'arbitre était obligé de le rappeler. Et à chaque fois, quand il prend le ballon pour le poser dans les 5m50, déjà, quand il pose la balle, l'arbitre siffle. Ce qui veut dire qu'il y a quand même cette idée-là, c'est de défendre la victoire de Lomé 1-0. Et donc là, on a compris que l'équipe togolaise ne voulait pas jouer au milieu de terrain togolais où il y a 3 milieux défensifs. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de milieu offensif. Les 3 attaquants étaient obligés de venir eux également chercher le ballon. Maintenant, chercher et porter ce ballon vers l'avant, c'était difficile parce que Agoro Ashraf ou encore Ouattara Moutalabou ou encore Akoro Bilal, il y a qu'Akoro Bilal seul qui arrivait quand même à porter le ballon, même dans la surface. La toute première occasion togolaise dans ce match, c'était à la première minute. Akoro Bilali, il a essayé, mais c'est parce que devant, il n'y avait pas quand même de soutien. Sinon, cette balle, c'était une première action qui pouvait quand même faire un but pour le Togo. Mais là, il n'y avait pas de soutien. La défense nigérienne était revenue. Donc, l'équipe togolaise a complètement abandonné le jeu au Niger. L'équipe togolaise a abandonné le jeu au Niger. Et que dire de Angelo Folikoué? Cité qu'il y a eu dans ce match-là, en dehors et sur le terrain, est-ce qu'ils ont eu au moins à s'inspirer de ça pour galvaniser le mental de ces joueurs-là? Honnêtement, le Niger ne méritait pas cette qualification. Je ne le dis pas parce que je suis togolais. Non, en matière de football, le peu que l'on connaît, cette façon de jouer du Niger ne garantissait pas une qualification. Sauf que le Togo s'est sabordé. Le Togo n'a jamais eu l'occasion d'aller vers l'avant. Je répète que les 45 premières minutes, le Togo n'a jamais tiré un ballon dans les gants de Kassali. Aucune occasion vers le camp nigérien. Comment vous pouvez comprendre ça? Sur les 45 premières minutes, à part le but d'Akoro Bilali, derrière, il n'y avait rien du tout. Je dis bien, il n'y avait rien du tout. Aujourd'hui, Jonas Koko Komla, oui, il le dit qu'il a un nom, qu'il avait un nom avant d'arriver ici. Aujourd'hui, je pense qu'il a perdu ce nom-là. S'il est honnête. Est-ce qu'il avait le nom? Mais c'est ce qu'il disait. Il a remporté la CAN U17 avec le Mali à l'époque. Donc c'est ça le nom. C'est ça le nom. C'est sûrement ce qui a plaidé en sa faveur pour qu'on enlève Jean-Paul Abalo-Dossé et qu'il arrive. Aujourd'hui, il a échoué. Il a échoué lamentablement. Et là, le Togo recule de 3 ans en arrière. Les prochaines sorties du Togo, ce sera 4 matchs et non 2 matchs. Pour terminer en disant ceci. Aujourd'hui, je pense que c'est une faillite collective.
Je dis bien une faillite collective, en commençant par le ministère, la Fédération togolaise de football, le board, le staff technique, même les joueurs, eux tous, ils sont impliqués dans cette faillite collective. À l'instant, Angelo Folikwe, on va continuer de donner la parole aux confrères et Latif Iyuruma, également de la rédaction de Sport FM. Quand Jonas dit que lui, il avait un nom avant d'arriver ici, qu'il n'a rien à prouver, alors, il n'a rien à prouver, voilà, il n'a pas pu prouver, parce que je me dis, Jonas, jusque-là, n'est pas encore champion du Togo. Jonas n'a pas su qualifier le Togo pour le CHAN. Abalo Dossé, champion du Togo. Abalo Dossé a qualifié le Togo pour le CHAN. Vous voyez, ça suppose que Jonas, il n'a pas encore marqué un seul point au Togo. Un seul point. Mais il a dit, et au sortir de cette conférence de presse, ça a parlé au niveau de la presse. La presse togolaise a été un tout petit peu tendre parce qu'elle se disait, voilà, on était dans une dynamique. On était dans une dynamique importante. Parce que le jour-là, il ne fallait pas. Parce qu'il s'est dit, oui, voilà, c'est nous la presse, on critiquait trop, que lui, il avait déjà son équipe en tête, alors qu'on ne peut pas avoir un schéma figé, un schéma robot, ou bien des noms figés. Non. Moi, je me dis, au sortir du match ASK Unisport, tournoi Dr Kaulo, il y avait quelques cartes qui ont été redistribuées. Vous allez voir, dans ce match, on a vu le petit Abalo Deni, même si Jonas a grillé le petit. L'autre fois, on l'a vu. On a vu le Rasta de Unisport. Jama Famille. C'est Fama Djami. Voilà. On l'a vu. Mais Jonas a dit, non, je n'avais plus besoin d'attaquant. Mais selon les informations, il a fini par faire venir un attaquant qu'il n'a jamais utilisé. Je crois il a fait venir Taufik, l'attaquant Mukaila, qui n'a jamais utilisé sur ce match. Alors, je me dis qu'à un moment donné, oui, il y avait trop de confiance, il y avait trop de surestimation de la part de notre entraîneur qui a dit qu'il n'a pas besoin de bien jouer pour gagner. Il n'a pas bien joué, il n'a pas gagné. Voilà, et maintenant c'est clair pour tout le monde. Le Togo ne sera pas au CHAN 2023 en Algérie, c'est en janvier, malheureusement. Quelle doit être la suite, Prosper? Bon, maintenant, ici, il y aura tout simplement à tirer les conclusions de cette élimination. Bon, est-ce que réellement, en allant à Cotonou, l'objectif était de se qualifier parce que entre-temps, on se disait, pour l'État togolais, parfois, on se dit que les qualifications, c'est X, patati patatra, et quand les qualifications arrivent, vous-même, vous savez, la nébuleuse qui tourne. Donc l'État ne veut pas... Non, je me pose une question. Vous posez une question. Je me dis, oui. Actuellement oui, à cet instant, vous ne fuyez pas les choses maintenant? Non, j'en viens. Oui. Franck, oui. Vous êtes dans ce pays, vous connaissez ce que je dis, vous savez ce que je dis. Il y a des coulisses qui passent par rapport à des qualifications où on se dit, nous, on n'a pas d'argent, faites ce que vous pouvez, nous, on n'est pas dedans. Je vous dis, il y a des trucs comme ça, mais je ne dis pas que c'est ça. Je dis, on ne sait pas. Maintenant, il va falloir tirer les conclusions. Nous avons constaté les faits. On a vu que le résultat n'avait pas été dans l'attente en fait, de ce que nous, on espérait. Maintenant, il va falloir que le ministère des Sports, la fédération nous disent réellement ce qui en est. Maintenant, quelle conclusion tirer? Moi, je ne peux pas dire renvoyer X, garder X, renvoyer X, garder X. C'est la fédération qui tire les conclusions de ce qui se passe. Maintenant, pour moi, on a échoué. Il faut tirer les conclusions. John Atiso, qu'est-ce qu'il faut faire? Jonas Kokou, comme là, n'a pas été à la hauteur des événements. Je pense que ce qui devrait être logique, c'est qu'il ne soit plus reconduit à la tête de la sélection locale, en plus de tout son staff technique. Parce que le staff technique n'a pas prouvé. Et on était à 30 secondes de se qualifier pour un deuxième CHAN, ce qui n'a pas été le cas. La déconcentration des joueurs et puis le manque de lecture. Est-ce que c'est lui le seul responsable? Oui, c'est ça, je parle. C'est pour ça que je parle de Jonas Kokou Komlan et l'ensemble de son staff technique. Parce qu'aujourd'hui, le staff technique n'a pas fait. Il y en a qui disent travail. que la fédération a également sa part. Oui, le ministère a sa part. Oui, j'en viens.
Oui, donc aujourd'hui, il va falloir qu'on tire la conséquence de cette élimination en commençant par le départ de Jonas Kwaku Komlan. Je reviens sur ses propos à la fin du match amical contre la Côte d'Ivoire. Il a dit qu'il a un nom avant de venir. Oui, il a eu un nom en gagnant la CAN U17, mais au même moment, il faut quand même qu'on lui dise qu'en 2007, Abrao Samer a été finaliste de la CAN U17 avec le Togo. Lui, il n'a pas gagné. Oui, je sais. Donc, ça veut dire qu'avant lui, il y a quand même des entraîneurs togolais qui ont fait mieux. Et Abalo Dossé, l'artif l'a dit, Abalo Dossé a gagné le championnat togolais, Abalo Dossé a qualifié le Togo pour le CHAN, et Abalo Dossé a plus d'expérience à mon avis. Donc, aujourd'hui, je pense que Jonas Kwaku Komlan a montré ses limites à la tête de cette sélection locale-là. Maintenant, il va falloir qu'on change des choses. Maintenant, au niveau de la fédération, je pense que c'est l'organisation du championnat qui fait partie également des causes de cette élimination-là. Et aussi des quelques, je peux dire, des faits de corruption qui ont été corruption, hein? Oui, à quel niveau? Je parle de championnat. On sait très bien que ce soit en D1 ou en D2, on sait très bien, c'est clair, on sait très bien qu'en D1 et en D2, il y a quand même quelques pousses de certains membres du commerce pour que certains clubs ou certaines équipes ne soient pas en D2 ou soient quand même maintenus en première division. On le sait. Et moi, je pense que cela ne donne pas cette garantie-là de compétitivité à notre championnat. Aujourd'hui, oui, la bonne nouvelle, c'est que cette saison, le championnat sera un championnat classique, il n'y aura plus les zones. Donc, cela va permettre quand même à ces joueurs-là de véritablement travailler sur le plan physique. Maintenant, quand on prend les joueurs eux-mêmes, Franck, il y a de cela 2 ans, c'est le CHAN qui a ouvert les portes aux Nan Richard, les Tchakei Marouf, les Aïba Moubarak d'aller monter leur talent ailleurs. Même si on a un sélectionneur qui n'est pas à la hauteur des événements, les joueurs peuvent quand même cravacher dur sur le terrain pour obtenir cette qualification et aller gagner mieux leur vie ailleurs. Ce qui n'a pas été le cas. Il va falloir aussi que les joueurs togolais soient ambitieux. Et maintenant, au niveau du ministère, il va falloir qu'on mette des choses en place pour qu'on puisse revenir au football à la base. Tant que nous n'avons pas cette garantie-là de véritablement former des joueurs, et on doit piocher ici et là avec des joueurs qui n'ont eu aucune formation, mais qui se sont débrouillés pour être en championnat et qui ont des lacunes au très haut niveau, je pense qu'on va toujours assister à ça. Il va falloir qu'on se donne assez de moyens pour mettre assez de sous. Il y a des centres de formation ici au Togo, des académies qui font des travaux, ou bien un travail assez colossal avec des moyens de bord. Je pense que si le ministère quand même peut les assister pour qu'on puisse avoir des formateurs assez formés, des joueurs assez bien formés pour qu'on ne puisse plus voir ce genre de situation. Donc aujourd'hui, c'est tout un ensemble. Moi, je pense que il va falloir qu'on fasse tout pour ne plus revivre ce genre de situation. Très bien. Voilà, la décision n'est pas aux journalistes de toutes les façons. C'est la Fédération togolaise de football qui doit décider de la suite à donner à cette élimination brutale du Togo, du CHAN prochain en Algérie. Est-ce qu'il faut parler de play-off ou bien parler des demi-finales quand on parle du championnat des dames après la phase régulière de 10 journées? On va assister à 2 demi-finales ce jeudi et puis vendredi. Et voilà, on va dégager des finalistes pour boucler à l'arrivée le championnat national des dames. Voilà, Jonatiso, c'est ce qui va être fait parce qu'il semble que les clubs n'ont pas beaucoup de moyens pour aller encore dans un championnat, on va dire à 6 journées si cela doit être fait, puisque c'est 2 du côté de chaque poule. Donc les clubs ont préféré jouer directement des demi-finales pour amoindrir les coûts. Et Prosper, on va assister très rapidement déjà ce jeudi à Atakpamé. On aura la première demi-finale et ça va être quoi? Je vais fouiller un tout petit peu, ça vient. Ami du monde, Djabir. Voilà. Oui, c'est ça. Ami du monde, Djabir. Oui, c'est ça. Et Gazelle. Voilà, c'est d'abord Ami du monde et puis Djabir, le premier du groupe A contre le deuxième du groupe B. C'est ce qui va être fait. Et puis le lendemain, vendredi 9 septembre, toujours à Atakpamé, on aura Gazelle Football Club, la surprise de la poule B. Et face à Atleta, deuxième de la poule A, Atleta qui revient
des, j'allais dire, qualifications, des préliminaires pour la Ligue des Championnes au niveau africain. Oui, ami du monde Djabir, oui, ami du monde contre vice-champion en titre, c'est ça? Oui, non? Oui. Donc moi, quand on prend quand même la première phase d'Amis du monde, il faut dire que c'est une équipe qui a marché sur la poule A. C'est une équipe qui a montré qu'elle n'est pas morte, qu'elle est toujours compétitive. Et moi, je pense que c'est une équipe qui sera favorite de cette première demi-finale-là, mais sans oublier quand même la rage de vaincre et la surprise qu'a créé Djabir lors de la première phase, lors de la phase régulière de ce championnat. Et au niveau de la deuxième demi-finale, quand on prend Atleta, c'est une équipe qui n'a pas convaincu tout au long de la phase régulière, mais avec son expérience a su damer les pions à Tempête FC lors de la 10e et dernière journée pour se qualifier. Une équipe qui n'a pas montré grand-chose lors de la dernière Ligue des champions de la zone UFOA B, mais peut-être les joueuses ont acquis cette expérience-là en Côte d'Ivoire et vont quand même faire la différence sur le terrain face à Gazelle, même si ça ne sera pas facile pour elle. Amis du monde, on va dire 10 victoires sur 10 matchs, 30 points pris. Il n'y a rien, c'est le seul club qui a pu réaliser ça durant le championnat. Beaucoup de buts marqués face quand même à Djabir qui a souffert entre-temps à la reprise de ce championnat, mais s'est repris voilà, pour avoir son ticket pour cette deuxième phase de compétition. Oui, amis du monde, déjà clairement favori, oui, c'est vrai. Même si on n'a pas encore vu Djabir jouer, on peut dire que c'est une équipe qui a pris de la confiance, qui joue son jeu avec un staff technique assez expérimenté, avec Monsieur TP Onomo, je crois. Omo Ametepe, voilà. Omo Ametepe. Ce n'est pas TP, hein. Oui, c'est ce n'est pas le regretté colonel TP. C'est Omo Ametepe qui donne donc vraiment de son savoir, tout son savoir-faire à cette équipe, et qui est entourée quand même des gens expérimentés, des entraîneurs qui sont dans les coulisses, qui font le travail. Donc je crois que cette équipe-là, pour l'avoir vu jouer plusieurs matchs, plusieurs fois, donc je dis, si elle peut toujours garder la même forme, c'est dit que Djabir aura quand même du Pour vous, c'est déséquilibré? Oui, c'est pratiquement hein, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas comparer à tous les niveaux les équipes, mais on se dit que tel que cette équipe-là s'est produite, et avec l'envie même de jouer. Je les ai vus sur le match, j'étais sur le match avec Atleta lors de la première phase. Elle avait gagné 4-0. Et il fallait voir l'envie avec laquelle cette équipe jouait et ne laissait rien passer. Et donc, c'était des joueuses décidées qui étaient bien enveloppées donc, d'un désir, je dirais, immense, incommensurable de pouvoir aller de l'avant. Donc, si elle garde encore le même sens, la même essence, je crois quand même qu'elle peut toujours faire mal. Bon, maintenant, comme je l'ai toujours dit, les réalités d'un match ne sont pas forcément bien, d'une situation ne sont pas forcément celles d'une autre. Bon, il se pourrait que ce jour-là, que ce ne soit pas pour elle un jour sans, et on verra quand même un bon match. Oui, et par rapport à Gazelle et puis Atleta, oui, n'a pas développé ou bien n'a pas fait une très bonne première partie de compétition, mais a de l'expérience. Si je parcours les scores, je pense que c'est Atleta qui a réalisé le plus lourd score, 8 buts face à un club, à Winners, si je me trompe. Oui. Donc, par rapport à ça, Gazelle et puis Atleta. Bon, c'est vrai que nous, on n'a pas l'avantage de voir les équipes du Nord jouer dans la zone Nord, compte tenu de la distance et de la programmation, mais on peut dire quand même que Atleta est revenu quand même d'une compétition. Gazelle n'a pas joué depuis la fin donc, de la première phase. Atleta est parti donc, en Côte d'Ivoire faire 3 bons matchs, même si elle a perdu lourdement.
on peut dire tout simplement qu'elle garde aussi une chance d'aller de plus que son adversaire, parce que étant en compétition, plus compétitive, peut gagner cette partie maintenant. Cette équipe donc de Gazelle, qui a fait une deuxième partie de championnat très 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 bon, ça peut permettre donc de dire que c'est une partie plus ou moins équilibrée entre ces deux équipes. Oui, Jonathan So, oui, on aurait souhaité qu'il y ait encore un mini-championnat pour permettre aux filles d'être aguerries physiquement, mentalement, par rapport à ce qui se fait ailleurs, parce que la dernière participation d'Athleta aux éliminatoires de la Ligue africaine des championnes, la dernière fois à Yamoussoukro, 3 matchs, c'est 11 buts, un encaissé, un seul marqué. Mais Roméo Hétor a parlé de l'organisation autour de ce club également, qui reste à voir, parce que c'est un monsieur qui est passionné par la chose, qui dépense pour ce club maintenant. Est-ce qu'il ne faut pas donner plus d'occasions aux filles de pouvoir travailler, de faire un championnat digne de ce nom? Franck, au sortir de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, disputée en juillet au Maroc, on l'a dit ici sur ce plateau, qu'il va falloir que cette première participation soit un déclic pour le football féminin ici au Togo. Il va falloir également que le championnat féminin soit assez organisé et qu'on mette assez de moyens pour que ces clubs féminins-là puissent véritablement avoir une belle organisation. Mais je suis tombé des nues que quelques mois après, qu'on parle de problèmes de moyens, qu'on ne puisse pas jouer les playoffs, mais il n'y aura que des demi-finales et dégager les finalistes pour l'apothéose de ce championnat féminin-là. Mais il va falloir que la fédération puisse faire cet effort-là, parce qu'aujourd'hui, les filles, les joueuses ont montré sur le terrain qu'ils ont quand même la même valeur que les hommes. Et le constat est clair. Depuis 2019, les hommes courent après une qualification pour la CAN, ce que les femmes ont fait au Togo cette année, et ont quand même dignement représenté le Togo, même si à la fin, l'équipe féminine est éliminée en phase de groupe. Donc, ce que moi je dis, c'est que la fédération puisse faire cet effort à ce niveau, que dans les années à venir, lors des championnats, des prochains championnats, que cela soit joué comme un vrai championnat, que les filles aient beaucoup de compétition dans les jambes, et cela va véritablement être avantageux à la sélection féminine, parce que les meilleurs seront quand même retenus par la sélectionneur, et cela va avoir sûrement un impact positif sur la sélection féminine nationale. Malheureusement, Prosper ne pourra plus se prononcer sur cet aspect parce que le temps est désormais compté. Merci quand même d'être en studio. Merci Jonathan So, merci Eloma Dovon, merci Anas PM, chers auditeurs et auditrices. Portez-vous bien. À très bientôt.